Imagine que tu es perdu au milieu de l'océan Pacifique et que tu viens de perdre le dernier moyen de communiquer avec le monde extérieur. Tu es complètement isolé dans la mer et le vent ne cesse de t'éloigner encore davantage. Et la terre et les montagnes que tu peux voir commençaient à disparaître sous tes yeux petit à petit. Que ferais-tu ? Aujourd'hui, nous avons une histoire très étrange, l'histoire de l'homme qui a vécu en mer pendant 438 jours. Il s'agit actuellement du record de la plus longue période pendant laquelle une personne a survécu alors qu'elle était perdue en mer. Pour comprendre l'histoire et les souffrances endurées par l'homme, il faut d'abord connaître l'océan Pacifique, le plus grand océan de la surface de la Terre qui occupe près d'un tiers du globe. C'est-à-dire que l'océan Pacifique est plus grand que toutes les surfaces sèches de la Terre. L'océan Pacifique est complètement vide sauf une petite partie où les îles sont éparpillées et dispersées partout. La possibilité que quelqu'un vous trouve si vous vous perdez est considérée comme presque inexistante. Et c'est ce qui rend notre histoire d'aujourd'hui la plus étonnante et la plus étrange. Celle d'un homme nommé José Salvador Alvarenga. Originaire de la République du Salvador, située en Amérique centrale, il détient le record de la plus longue période de temps passée par une personne perdue en mer. Cela signifie bien sûr qu'il s'agit d'un record que personne ne voudra jamais battre. Les événements qui lui sont arrivés au cours de ce voyage vous laisseront sans voix. Comment cet homme a pu survivre aussi longtemps ? Le record atteint par Alvarenga est de 438 jours et il est probable que personne ne le battra de sitôt parce que la probabilité qu'une personne meure avant de la battre est beaucoup plus élevée. Le voyage à partir duquel toutes ces souffrances ont commencé était censé être un simple voyage de 2 jours. Alvarenga était un pêcheur expérimenté et il était généralement avec son ami qui l'accompagnait toujours dans ses voyages de pêche. Mais par chance, son ami ne pouvait pas y aller ce jour-là. Donc, Alvarenga était obligé de chercher une deuxième personne. Il trouva un jeune homme de 23 ans nommé Ezequiel Cordoba et a décidé de partir avec lui pour un voyage qui a commencé le 7 novembre 2012. Depuis leur petit village connu sous le nom de Costa Azul, situé sur la côte mexicaine surplombant l'océan Pacifique. Le plan était qu'ils sortiraient pendant 30 heures. Ils sont donc partis dans un bateau de pêche très petit et modeste. Et ils n'étaient pas préparés au cauchemar auquel ils allaient faire face, ni en termes d'espace, ni de ravitaillement. Le bateau était d'environ 7 mètres de long, sans toit ni cabine, mais il avait un petit moteur et ils n'avaient que leurs outils de pêche et un sac pour mettre le poisson qu'ils pêchaient. Ils avaient également appris qu'une tempête se préparait sur le chemin de la zone où ils se trouvaient. Mais il était clair que les circonstances pendant cette période les obligeaient à sortir pour gagner leur vie. Ils ont donc décidé de tenter leur chance et ont parcouru plus de 120 km de la côte jusqu'à la zone propice à la pêche. À 1h du matin, la tempête les a atteints et c'était assez violent. Et à cause de la peur qui les a frappés et de la difficulté qu'ils ont eue à faire face à la tempête, ils ont jeté la plupart des outils et des objets qu'ils possédaient, qui valaient des milliers de dollars, et même les poissons qu'ils avaient capturés pendant cette période, ils les ont jetés à la mer afin d'alléger le poids du bateau et de pouvoir se déplacer plus facilement. Ils étaient à ce moment-là à 6 heures de la côte. Ils ont donc traversé la tempête la nuit dans une tentative désespérée de revenir à la côte à 7 heures du matin. Ils n'étaient qu'à 24 km de la côte et ils pouvaient même voir les montagnes à l'horizon. Mais malheureusement, leur chance était mauvaise. Le moteur du bateau est soudainement tombé en panne et il n'y avait aucun autre moyen de mouvement, ni rame, ni voile, ni quoi que ce soit d'autre. Alors le vent et la tempête ont recommencé et ils ont été entraînés petit à petit vers le milieu de l'océan sans aucun moyen de résistance. Mais heureusement, ils avaient un appareil grâce à laquelle ils ont pu communiquer avec leur manager car ils étaient proches de la côte. Ils l'ont informé de leur situation et de leur emplacement actuel. Le manager a dit qu'il viendrait dès que possible et qu'il informerait les gardes-côtes et les autorités responsables. Malheureusement, au cours de leur processus de communication, la batterie de l'appareil était morte et tout à coup leur dernier espoir a disparu. Les gardes-côtes ont déplacé leurs bateaux et leurs avions pour les contourner et ils ont continué à les chercher pendant plusieurs jours. Mais malheureusement, le vent a balayé leurs bateaux très loin. En 5 jours, ils étaient maintenant à 450 km. Il n'y avait rien autour de la côte, à part la mer dans toutes les directions. Leur bateau était si petit qu'il était presque impossible de les voir du ciel si un avion ou un hélicoptère passait par là.
Il n'avait aucun moyen d'appeler à l'aide, ni un pistolet de signalisation, ni même un morceau de tissu avec une fleur distinctive. Il n'avait aucun moyen de signaler aux gens autre que leurs mains. Il savait donc que la chance de les sauver serait presque inexistante. Leurs réserves étaient épuisées et les outils dont ils disposaient, ils les ont déjà jetés. Et leur psychologie et leur morale étaient brisées. Leur instinct de vie les poussait à essayer de coexister et de s'adapter de quelque manière qu'ils puissent. Pour se nourriture, ils ont été obligés d'attraper des poissons et des oiseaux qui palpaient leurs bateaux avec leurs mains et de les manger. Ils récupéraient des bouteilles d'eau en plastique qu'ils avaient trouvées dans la mer et les utilisaient pour récupérer l'eau de pluie. Mais il y a eu des périodes qui se passaient sans pluie, donc ils étaient obligés de boire le sang des animaux qu'ils capturaient, et même parfois ils buvaient leur urine. Je veux dire, même si boire de l'urine est obligatoire, cela ne profite en aucun cas, au contraire. C'est très nocif. Mais je ne sais pas ce qu'une personne peut faire lorsqu'elle traverse des circonstances comme celle-ci. Je pense qu'il est possible pour n'importe qui d'atteindre ce stade s'il vit ce qu'ils ont vécu. Je veux dire, imaginez le temps passé un jour après l'autre et un mois après l'autre, et tu es dans un petit bateau de 7 mètres de long et tu n'as qu'une seule personne avec qui parler. Tout ce que tu peux faire pour te ressourcer, c'est attraper du poisson. Toutes ces conditions sont naturelles car elles rendent quelqu'un fou. Selon le récit d'Alvarenga, son compagnon Cordoba, le jeune homme qui était avec lui, a commencé à perdre la tête après seulement 4 mois. Il était très fatigué et il a commencé à penser au suicide. Au fil des jours, son corps s'est affaibli de plus en plus et il est devenu très malade à cause de la nourriture crue qu'il mangeait. 4 mois se sont passés, Alvarenga a perdu la seule personne qui était avec lui. Il s'est retrouvé seul et a encore un long chemin à parcourir. Donc le problème de la nourriture et de la survie est devenu encore plus épuisant du point de vue psychologique. Il n'avait que sa personne pour lui tenir compagnie. Imaginez-vous à sa place, au milieu d'un océan, l'eau vous entoure de toutes parts. On se demande ce que cet homme a dû faire pour maintenir sa raison pendant cette période. Alvarenga était presque à mi-chemin de l'océan Pacifique. Durant cette période, elle est considérée comme l'un des endroits les plus meurtriers au monde. Les navires traversent très rarement de telles zones. Cependant, selon le récit d'Alvarenga, un cargo est passé à côté de lui alors qu'il était en mer, et il n'arrêtait pas de leur crier dessus et de les supplier. En fait, il y avait 4 personnes à bord du navire qui l'ont vu et l'ont pointé du doigt avec leurs mains, mais le navire ne s'était pas arrêté. Imaginez sa détresse après qu'il ait été perdu pendant des mois. Et tout à coup, il a vu un navire et il a senti qu'il avait enfin une chance d'échapper à l'enfer dans lequel il se trouvait. Tout son espoir s'est évaporé en un instant. Alvarenga dit qu'il a sérieusement pensé à se suicider à 2 reprises pendant la période où il a été perdu. Il dit « J'ai levé le couteau sur mon cou et c'est tout. J'avais l'intention de me massacrer, mais j'avais très peur de la mort et de la douleur que j'allais subir. » 11 mois se sont passés et Alvarenga a parcouru un long chemin de 8000 km sur le petit bateau et ses vêtements étaient déchirés. Il était encore seul et perdu au milieu du grand océan. Et il resta dans cet état pendant plusieurs mois supplémentaires. Jusqu'à ce qu'environ 14 mois se soient écoulés depuis le jour où il a quitté Costa Azul. Ce jour-là, Alvarenga remarqua qu'il y avait des perles de narguilé flottant sur la mer et la densité des oiseaux avait augmenté dans la région. Et il a su que c'était une terre ou une île à proximité. Et il lui a fallu une demi-journée pour atteindre l'île. Il a en fait décidé de sauter du bateau et de nager vers l'île. Et il pensait que c'était une île qui n'était pas habitée au début. Il a demandé l'aide des habitants et a finalement communiqué avec le premier être humain, 438 jours après qu'il ait quitté son village et après avoir parcouru environ 11 000 km. L'île s'appelle Ebon Atoll, une île située à une certaine distance des Philippines. S'il n'avait pas eu la chance d'atteindre cette île, il n'aurait probablement vu la terre qu'aux Philippines, qui se trouvent encore à plus de 5000 km de sa position. Et il lui aurait probablement fallu plus de 240 jours supplémentaires pour l'atteindre. Après que la nouvelle de sa découverte se soit répandue, les autorités l'ont mis dans un avion et l'ont ramené dans son pays. Après sa guérison et une grande couverture médiatique, Alvarenga a décidé d'écrire un livre qui raconte son histoire et les événements qui lui sont arrivés. Mais ensuite, la famille du jeune homme qui était avec lui dans le bateau et qui est mort a décidé de le poursuivre en justice et l'a accusé d'être celui qui avait tué leur fils pour le manger. C'est une possibilité qui n'est pas très loin, car il existe en réalité des histoires de personnes qui se sont perdues et qui mangent les personnes qui les accompagnent pour se sauver de l'état psychologique et physique qu'elles traversent. Donc c'est en fait une possibilité. Bien sûr, il nierait quelque chose pareil même s'il l'avait mangé. Mais je ne pense pas que quiconque puisse le savoir avec certitude.
Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'il est possible qu'il ait mangé son ami? Écrivez-nous dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter votre réponse et de vous abonner. Merci et à la prochaine.